Remontons le temps jusqu'à il y a 4,6 milliards d'années, afin de voir le moment où notre système solaire est né. Waouh! Il n'y a rien qui ressemble à une étoile ou à une planète. Pour l'instant, il n'y a qu'un nuage géant de poussière qui porte le nom de nébuleuse. Ce sont des molécules d'hydrogène et d'éléments plus lourds, ainsi que de la glace laissée là par une étoile précédente. Mais ce nuage n'est pas dense, donc il ne peut pas se transformer en une étoile ou une planète. Mais ensuite, une vague d'explosions arrive ici, peut-être même plusieurs. Une explosion de supernova se produit à quelques années-lumière de notre nébuleuse. Une étoile géante brûle son carburant, puis s'effondre sous son propre poids. À ce moment-là, retentit un boom d'une telle force que sa lumière peut être vue à des dizaines d'années-lumière. L'onde de choc de la supernova atteint notre nébuleuse. Comme une vague en mer, elle frappe le nuage de poussière, le laissant rétrécir et devenir plus dense. La nébuleuse a alors acquis un centre de gravité commun. Elle a attiré à elle de plus en plus de particules de poussière. Cela a exercé une telle pression sur le noyau de la nébuleuse qu'il s'est mis à tourner. Et plus la masse du nuage central était importante, plus il tournait vite. Les particules à l'intérieur du noyau sont entrées en collision plus rapidement et plus fréquemment. Cela a fait monter la température de la nébuleuse à plusieurs milliers de degrés. À ce moment-là, une proto-étoile est apparue. C'était un soleil jeune et instable. Lorsque la température du noyau de la nébuleuse a atteint des millions de degrés, des réactions nucléaires s'y sont déclenchées. Les noyaux des éléments légers comme l'hydrogène et l'hélium se sont heurtés les uns aux autres et ont fusionné pour donner des éléments plus lourds. Que la lumière soit. Il y a 4,5 milliards d'années, la proto-étoile s'est transformée en un soleil stable, mais 30% plus sombre que celui que nous connaissons aujourd'hui. Il reste aussi un énorme nuage de poussière. C'est le reste des matériaux qui n'ont pas participé à la création de notre étoile. Tu peux maintenant voir les plus gros objets de ce nuage. Les éléments lourds et la poussière ont commencé à s'accumuler, formant des protoplanètes. À ce stade de l'existence du système solaire, il y avait environ 100 protoplanètes, dont la taille allait de celle de la Lune à celle de Mars. À l'époque, régnait un chaos total. Ces protoplanètes n'avaient pas d'orbite bien définie, et elles ont commencé à entrer en collision les unes avec les autres. Certaines se sont heurtées frontalement, créant des explosions massives et des tonnes de débris. D'autres sont entrées en collision de manière tangentielle et ont simplement changé de trajectoire. Dans cette partie de billard cosmique, les plus grandes protoplanètes ont gagné. Elles ont littéralement mangé les plus petits débris et sont devenues de plus en plus grosses. Le chaos ne s'est arrêté qu'environ 100 millions d'années plus tard. Tu peux maintenant voir certaines planètes presque formées. Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Notre planète natale ressemble pour l'instant davantage à un morceau de lave. Le bombardement constant de sa surface par divers astéroïdes a beaucoup chauffé la planète. Mais déjà, elle a commencé à se refroidir. Tout allait plutôt bien jusqu'à ce qu'une terrible inconnue apparaisse à l'horizon. Il s'agit de Theia, une planète hypothétique de la taille de Mars qui s'est formée à peu près en même temps que les autres planètes. Et maintenant, elle se dirige en spirale vers la Terre, prête à la frapper. Bam! À la suite de l'impact, un énorme morceau de notre planète a été projeté dans l'espace. Theia elle-même a été réduite en morceaux. Son noyau a fusionné avec celui de la Terre, tandis que le reste de la matière est resté dans l'orbite de notre planète. Petit à petit, les débris des deux planètes ont commencé à entrer en collision les uns avec les autres et à fusionner en un grand corps cosmique. Lorsque la poussière est retombée, la Terre a eu son satellite naturel, la Lune. Une autre hypothèse pour la formation de la Lune suggère que Theia était beaucoup plus grande que la Terre. Elle n'a que légèrement éraflé notre planète et a continué à se déplacer sans perdre sa matière. Et la Lune a été formée presque entièrement à partir de particules de notre planète. Comme preuve de cette hypothèse, nous avons des échantillons de sol lunaire rapportés par les astronautes de la mission Apollo. Il s'avère que la composition du sol lunaire est très similaire à celle de la croûte terrestre, et ces éléments n'ont pu arriver là qu'à la suite d'un événement violent. Les géantes gazeuses comme Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune se sont formées un peu plus tard et plus loin du Soleil. Ces planètes sont littéralement des boules de gaz. Elles n'ont pas de surface solide. Si tu marches sur Jupiter, tu tomberas jusqu'à ce que tu atteignes son noyau. Ces planètes n'ont pas pu avoir de surface solide pour plusieurs raisons. Elles se sont formées plus tard, alors que les autres planètes s'étaient déjà accaparées les métaux et les silicates. Elles sont aussi toutes nées au-delà de la ligne de gel. Il s'agit d'un point hypothétique situé quelque part au-delà de l'orbite de Mars. Le Soleil ne chauffe pas suffisamment la zone située derrière cette ligne pour que l'eau se trouve à l'état liquide. Il y avait donc une énorme quantité de glace dans les nuages de gaz restants.
3 millions d'années après la naissance du Soleil, ces matériaux ont commencé à s'empiler et à prendre de la masse, devenant ainsi la proto-Jupiter. En quelques millions d'années, cette boule de glace a pu atteindre une masse environ 50 fois supérieure à celle de la Terre. Et plus elle devenait lourde, plus elle était capable d'accumuler de gaz. En peu de temps, Jupiter a absorbé presque toute la matière du disque de gaz qui se trouvait près d'elle et a atteint environ 318 masses terrestres. Jupiter avait un champ gravitationnel très puissant et a fait des ravages sur tous les objets situés dans la zone entre Mars et elle. Les protoplanètes y entraient en collision beaucoup plus souvent, ce qui provoquait leur effondrement. Par conséquent, une ceinture d'astéroïdes s'est formée. Ce sont des fragments incapables de se réassembler en une planète complète à cause de l'intense gravité de la géante gazeuse. Passons à Saturne, la deuxième des 4 géantes gazeuses. Elle est 3 fois plus petite que Jupiter. On pense qu'elle est si petite parce qu'elle est encore plus éloignée du Soleil, à environ 10 distances Terre-Soleil. Et elle a commencé sa formation encore plus tard, alors que Jupiter n'avait presque rien laissé du disque gazeux. Mais Saturne a une autre caractéristique distinctive, ses anneaux. Ils sont si larges que tu pourrais y faire tenir 21 terres. Et ils sont aussi épais qu'un immeuble de 5 étages. On ne sait toujours pas exactement comment ils se sont formés, mais il y a 2 hypothèses principales. Saturne a 82 lunes connues à ce jour. Il y en a peut-être une de plus, mais elle a été détruite lors d'une violente collision. La Lune a été brisée en petits fragments qui ont commencé à graviter autour de la géante gazeuse. Ces fragments, à leur tour, sont entrés en collision les uns avec les autres et se sont à nouveau brisés. Petit à petit, des débris de la taille de gratte-ciel se sont transformés en petits grains de sable. C'est ainsi que les anneaux de Saturne sont constitués de poussière et de glace cosmique. Viennent ensuite Uranus et Neptune. Elles sont beaucoup plus petites, avec respectivement 14 et 17 masses terrestres. On pense qu'elles n'ont pas pu atteindre la taille et la masse de Jupiter à cause du puissant vent solaire. Il a progressivement soufflé le disque de gaz à l'extérieur du système solaire, vers l'espace interstellaire. Il y avait donc beaucoup moins de matériaux de construction pour les nouvelles planètes. Quand Uranus s'est formée, elle a subi une collision catastrophique et probablement très violente avec une autre protoplanète. Cette collision a fait rouler Uranus sur le côté. Toutes les planètes ont leur axe de rotation dirigé vers le haut, mais l'axe d'Uranus est dirigé vers le Soleil. Elle ressemble donc plus à une boule qui roule. De plus, sa rotation est rétrograde. Cela signifie qu'elle tourne à l'encontre de son propre mouvement, un peu comme une voiture qui avance, mais dont les roues tourneraient à l'envers. Derrière les géantes gazeuses se trouve la ceinture de Kuiper. C'est la zone située au-delà de l'orbite de Neptune. C'est l'endroit où les astéroïdes, la poussière et la glace sont restés après la formation du système solaire. Elle est similaire à la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, mais elle est environ 100 fois plus lourde. Sachant comment notre système solaire s'est formé, voyons maintenant comment il pourrait être détruit. Le Soleil a une durée de vie comme toute autre étoile. En ce moment, il est à peu près à la moitié de son cycle de vie. Chaque seconde, le Soleil transforme 4 millions de tonnes de matière en rayonnement solaire. Petit à petit, il va s'épuiser et commencer à brûler les éléments plus lourds qu'il contient. Cela augmentera la température, la luminosité et la taille de l'étoile. Dans 1,1 milliard d'années, le Soleil sera 11% plus lumineux qu'aujourd'hui. Les mers et les océans de la Terre commenceront à s'évaporer et notre planète se réchauffera de plus en plus. Dans 3,5 milliards d'années, sa luminosité sera de 40% supérieure à ce qu'elle est maintenant. Les conditions sur Terre à ce moment-là seront similaires à celles que nous connaissons actuellement sur Vénus. La vie sera tout simplement impossible. Dans 7,8 milliards d'années, le Soleil commencera à brûler de l'hydrogène dans son enveloppe. Il grossira alors pour devenir une géante rouge. Il sera environ 256 fois plus grand. À ce moment-là, l'enveloppe extérieure de l'étoile sera exactement à l'endroit où se trouve actuellement l'orbite de la Terre. Mais comme le Soleil perdra sa masse, il est possible que notre planète s'éloigne un peu plus de lui. Néanmoins, cela n'aura aucune importance, car la vie sur Terre n'aura plus pu exister depuis plusieurs milliards d'années déjà, à cause de la hausse de la température. Et un fort vent solaire emportera tout simplement notre atmosphère. Puis, les pulsations thermiques à l'intérieur de l'étoile arracheront l'enveloppe extérieure du Soleil. Cette coquille se transformera en une nébuleuse planétaire, presque exactement comme ce que nous avons vu au début. Et tout ce qui restera du Soleil sera une naine blanche de la taille de la Terre qui s'éteindra en quelques milliards d'années.